Peut-on étudier la solitude en anthropologue? Si les sciences sociales se définissent comme l'étude ou la description de rapports sociaux, que faire de cette manière de compter pour un de la solitude, de cette façon d'être en dehors du rapport social? Constitue-t-elle, la solitude, leur extérieur aux sciences sociales? La solitude doit-elle être l'objet exclusif de la psychologie, sous ses différentes formes, en même temps, bien sûr, que de la philosophie et de la littérature? De fait, à l'exception du travail de Marc Augé, qu'il nous a présenté hier, rares, très rares, sont les œuvres ou les travaux ethnologiques qui se présentent, qui se donnent comme une anthropologie de la solitude. La solitude prend bien la forme d'un paradoxe pour les sciences sociales en général, et pour ce qui me concerne, pour l'anthropologie ou l'ethnologie que je pratique, pas seulement du point de vue de sa signification ou de son importance, mais aussi, plus immédiatement, de celui de leur légitimité à aborder cet objet. Rien donc de moins évident pour moi que de ma possibilité même de vous parler de cet objet cet après-midi. J'essayerai pourtant de le faire à partir des enquêtes ethnographiques que j'ai menées, que je mène, en Nouvelle-Calédonie et dans l'Est du Congo, à partir aussi de quelques œuvres importantes en sciences sociales, en tournant autour de cette question: peut-on étudier ethnographiquement, empiriquement, la solitude? Alors, la solitude pose un problème singulièrement aigu dans le cas de ces sociétés que l'anthropologie étudie habituellement, traditionnellement, faudrait-il dire. Ces sociétés que pourtant je ne sais pas vraiment comment qualifier, traditionnelles, communautaires, exotiques peut-être. Et cet embarras est déjà significatif. La lettre d'invitation qui m'a été adressée pour participer au bouquet du livre me disait: ces sociétés communautaires traditionnelles ouvrent-elles des espaces mentaux et sociaux propices au développement d'une subjectivité de la solitude ou non? Et j'aimerais ajouter tout de suite: et comment le savoir? Les sciences sociales n'ont pas cessé de se confronter à la diversité des formes possibles des rapports sociaux, la diversité des modes possibles de formation des collectifs, de formation des groupes sociaux. Ainsi, le spectre de l'opposition entre communauté et société, vieille opposition de la sociologie allemande, hante encore bien des discours, notamment pour ce qui nous concerne, sous la forme de l'opposition entre le contrôle social, voire le totalitarisme de la communauté, d'un côté, et l'individuation dans la société, souvent pensée comme libération des liens traditionnels, communautaires ou familiaux. Cette alternative s'inscrit volontiers dans un grand récit évolutionniste, menant de l'étouffement communautaire traditionnel à la désaffiliation libératrice et vertigineuse moderne. Dès lors, le grand partage entre deux types de sociétés demeurerait, là aussi, avec la solitude pour point d'hérésie. Nous aurions l'intégration désindividualisante de la vie communautaire d'un côté, la possibilité de la solitude de l'autre. Je vais donner de la prégnance de ce modèle théorique quelques exemples. Cette figure très classique de l'opposition, société, communauté, est lisible de manière exemplaire dans l'œuvre de Louis Dumont, anthropologue de l'Inde. La théorie de Dumont est radicalement communautariste. Le sujet en Inde, pour lui, ne se pense qu'au sein d'une totalité. Je cite: « Ici, l'individu n'est pas. » Fin de citation. Avec l'exception notable, mais qui confirme la règle, de la figure du renonçant, de l'ermite, de l'ascète hindou, que Dumont qualifie d'individu hors du monde, qui échappe à la totalité, mais au prix de sa sortie hors de tous les liens sociaux. Je cite à nouveau Dumont: « La société indienne impose à chacun une interdépendance étroite qui substitue des relations contraignantes à l'individu tel que nous le connaissons. Mais, par ailleurs, l'institution du renoncement au monde permet la pleine indépendance de quiconque choisit cette voie. »
Solitude, oui, mais à condition alors de sortir de toute forme de lien social. Par opposition à cette conception indienne, la pensée occidentale de la société et la réalité sociale occidentale serait, pour Dumont, individualiste, la société étant alors le rassemblement contractualisé des individus autonomes. Je cite à nouveau, societas aici, et cet ici désigne les sociétés occidentales et modernes dans leur ensemble. Societas a ici le sens limité d'association et évoque un contrat par lequel les individus composants se sont associés en une société. Louis Dumont renvoie ainsi l'Occident individualiste à l'idée de contrat. Et à contrario, pour lui, Rousseau n'aide certainement pas à penser l'Inde ou les sociétés traditionnelles ou communautaires. Il n'y a pas de promeneur solitaire dans l'Inde décrite par Dumont. Comme il l'a rappelé lui-même hier, dans les premiers travaux de Marc Augé, ceux qui portent sur les sociétés lignagères du littoral ivoirien, l'impossibilité pour les sociétés traditionnelles de laisser émerger un espace subjectif sous la forme de la solitude est également thématisée. L'un des chapitres du grand livre africaniste d'Augé, Théorie des pouvoirs et idéologies, est ainsi intitulé « L'impossible solitude ». De même, il évoque dans un autre ouvrage de la même période, Pouvoir de vie, pouvoir de mort, le totalitarisme lignagé. C'est en ayant en arrière-plan cette construction ivoirienne de la subjectivité lignagère, totalitaire, c'est en ayant en arrière-plan cette impossible solitude qu'on comprend l'élaboration par Marc Augé d'une ethnologie de la solitude dans les non-lieux de la surmodernité. Cette élaboration s'inscrit alors dans une opposition entre ce qu'il désigne comme social organique d'un côté et contractualité solitaire de l'autre. Ces deux expressions sont tirées de non-lieux. Social organique d'un côté, contractualité solitaire de l'autre, c'est bien une reprise de l'alternative communauté ou société, la solitude ne se trouvant que du côté de la société moderne. Marc Augé renouvelle de cette manière une thématique présente dans toute la pensée de la ville par les sciences sociales, qui associe à cette forme sociale qu'est la ville l'individualisme, la possibilité de l'autonomie et la réalité de la solitude. La ville apparaît alors conjointement comme espace de l'autonomie et de l'anomie. Et la solitude apparaît comme une forme de vie urbaine sous l'espèce positive de l'intimité ou négative de l'anonymat. La solitude moderne aurait bien à voir alors avec l'anomie de Durkheim, un état social qui défait les rapports sociaux, qui repose en tout cas sur la déliaison. Cette manière de penser la modernité fait alors de la solitude une question posée au développement du capitalisme, et c'est d'ailleurs sur ce point qu'a conclu Marc Augé hier. C'est aussi ainsi que l'aborde, c'est mon troisième et dernier exemple introductif, le sociologue Robert Castel. Pour lui, le capitalisme tardif fait réapparaître des inutiles au monde, des surnuméraires, des précaires, des incertains, des vulnérables, mais en l'absence des protections communautaires des sociétés rurales qui prenaient en charge ces vulnérables. Protection communautaire progressivement défaite au cours des derniers siècles dans l'Occident. Le dénouage des solidarités rurales et familiales placerait ainsi l'individu devant des risques considérables pour exister comme tel, risques que seul couvre l'État-providence. Quand celui-ci se défait, comme aujourd'hui, les individus démunis sont sommés de se comporter comme des individus autonomes. Et on entre alors dans un individualisme par défaut de cadre, dans un individualisme de la désaffiliation où s'absente l'État protecteur. Castel formule alors une nouvelle expression du paradoxe de la solitude. Je cite, « On vit d'autant plus à l'aise sa propre individualité qu'elle s'étaye sur des ressources objectives et des protections collectives.
C'est dans les métamorphoses de la question sociale. Ombre et lumière. À l'individualisme progressiste de la mise en place de l'état social, grâce auquel peut se déployer la bonne solitude réflexive, succède un individualisme négatif, celui de la mauvaise solitude, isolé, esseulé, hors des protections. Le point qui m'intéresse, c'est que, là encore, la solitude apparaît comme le corrélat de l'individualisme, supposé absent des communautés traditionnelles rurales. Aussi diverses, aussi passionnantes que soient ces œuvres majeures, on voit qu'elles se rejoignent dans le maintien d'un partage radical entre les communautés cadrées, rurales, traditionnelles, communautaires, et les sociétés désaffiliées, urbaines, modernes, occidentales. J'aimerais me demander si une telle opposition n'est pas pour une bonne part, fantasmatique, porteuse du fantasme de la complétude perdue. Comme l'écrit Achille Mbembe, un philosophe que vous pourrez dire au choix camerounais, français, américain, dans De la postcolonie, je cite, « Persiste encore presque partout le préjugé beaucoup trop simpliste et trop étroit selon lequel les formations sociales africaines, j'ajoute océaniennes, paysannes, rurales, etc., relèveraient d'une catégorie spécifique, celle des sociétés simples ou encore des sociétés de la tradition. » Fin de citation. Il faut lever l'hypothèque de la communauté primitive et questionner le grand partage entre deux types radicalement distincts de sociétés. Le questionner dans ses dimensions évolutionnistes, primitivistes et coloniales. Ainsi, il me semble que dans l'opposition que nous avons vu opérer de manière productive entre la liberté individuelle, l'autonomie, l'urbanité, la capacité d'agir, la capacité de réfléchir, la capacité à être seul, d'une part, et d'autre part, la contrainte, l'affiliation, l'inscription familiale, la détermination communautaire de l'autre. Dans cette opposition, nous avons plus affaire à une antinomie de la raison sociologique qu'à une opposition entre deux types de sociétés. Pour le dire autrement, faire une place plus ou moins grande, plus ou moins réelle, à la possibilité d'un espace psychique subjectif, individuel, solitaire, me semble avant tout un parti pris de pensée et d'écriture sociologique, plutôt que la caractéristique évidente et avérée de tel ou tel groupe social. Alors, j'aimerais déplacer un petit peu la question socio-anthropologique de la solitude, pour la sortir de cette opposition entre communauté et société. Dans son grand traité, intitulé tout simplement « Sociologie », dans lequel il se propose d'étudier les rapports sociaux à partir des formes élémentaires de la socialisation, toutes sociétés confondues, socialisation pensée en termes d'action réciproque entre des individus, Georges Simmel nous propose 2 pages extraordinaires intitulées « Le sens sociologique de la solitude », en avançant une proposition sociologique forte, aussi paradoxale et en fait aussi contradictoire que cela puisse paraître, écrit-il, l'individu isolé peut se ranger dans les catégories sociologiques. Ou pour le dire autrement, je cite à nouveau, « Tout le bonheur et toute l'amertume de la solitude, ombre et lumière, bonheur, amertume, ne sont en effet que des réactions différentes à des influences subies socialement. La solitude est une action réciproque. » Alors, Simmel s'inscrit, lui aussi, dans la pensée de la modernité et de la ville, caractéristique de la sociologie des débuts du XXe siècle. Mais les questions qu'il formule ont une portée universelle. Je cite à nouveau, « Le sentiment de solitude n'apparaît que rarement, de façon aussi nette et pénétrante, dans le cas d'un isolement physique réel, que lorsqu'on se trouve parmi des gens physiquement très proches, dans une société, dans le train, dans la foule animée d'une grande ville, et qu'on se sait étranger et sans relation avec eux. » Et Simmel d'ajouter, « Il est tout à fait essentiel pour la configuration d'un groupe de savoir s'il favorise ou rend possible en son sein de telles solitudes. » Cette question de l'articulation entre espaces sociaux et espaces mentaux
est pour nous centrale. Évoquons tout de suite une figure qui suggère la difficulté de la question et ne renvoie pas à une opposition massive entre les solitaires modernes et les prisonniers communautaires. Dans de nombreuses sociétés d'Afrique centrale ou d'Afrique de l'Ouest, décrites par plusieurs anthropologues, on rencontre parfois des rois sacrés dont le corps et la position sont sans cesse singularisés, mis à l'écart des autres, traités de manière exceptionnelle, travestis, reclus, éloignés de tout contact avec les autres, éloignés de tout contact avec le sol, excepté des rapports sociaux ordinaires. Ce sont structurellement des solitaires, et rien pourtant n'est moins libre que cette solitude. Et j'ajoute que cette solitude n'est pas très différente de celle du roi de France, en majesté, construit rituellement dans sa singularité souveraine. Espaces sociaux, espaces mentaux donc. Y a-t-il des configurations de groupes sociaux telles qu'elles favorisent ou rendent possible en leur sein de telles solitudes? Imaginons un instant l'inverse. Que seraient des sociétés sans aucune intimité psychique? Et par quel dispositif d'enquête les sciences sociales pourraient-elles en savoir quelque chose? Pour trancher ces questions par une approche empirique, il faut se demander de manière plus générale ce que pourrait être une anthropologie de la subjectivité. Là non plus aucune évidence, autant la subjectivité est un objet légitime et évident de toutes les formes de psychologie, autant elle ne va pas de soi pour les sciences sociales. Or, c'est bien une tendance majeure de l'anthropologie sociale ou de l'ethnologie des 20 dernières années que de chercher à percevoir et à décrire les émotions, les affects, les formes variables de la subjectivité, en insistant sur le fait que les émotions sont socialement ou culturellement construites et que le soi s'inscrit dans un système de valeurs et de représentations. Depuis plus longtemps encore, sont décrites des théories locales de la personne et l'importance pour la construction de soi, pour la construction de chacun, des héritages, des ancêtres, de l'inscription propre de chacun dans des réseaux de parenté. L'anthropologie a techniquement l'habitude étrange de désigner par égo le point de référence des schémas de parenté, ces petits ou ces grands arbres généalogiques formalisés qu'elle dessine souvent, par exemple dans les structures élémentaires de la parenté. Mais pour faire ainsi du sujet, de cet égo pointé au milieu du diagramme, un pur effet de position dans un diagramme de parenté, sans laisser de place dans ces schémas abstraits pour de l'amour, du désir, de l'intimité, de l'affect, de la détestation, de la haine. Et effectivement, peut-on indiquer la solitude dans un diagramme de parenté? Peut-on en faire un pur effet de position? Mais modifions un petit peu la question. Sommes-nous, nous autres modernes, nous seuls occidentaux, sommes-nous les seuls à pouvoir nous exempter ou à pouvoir nous désintéresser de ces liens généalogiques ou familiaux? Nombreux parmi mes interlocuteurs kanaks ou katangais ignorent leur propre généalogie et ne s'intéressent guère aux théories de la personne que les érudits coutumiers locaux développent pourtant parallèlement dans leur dialogue avec des ethnologues. De l'espace mental du migrant qui part seul en ville tenter sa chance, de celui de la cultivatrice qui passe la journée dans son champ de manioc, nous ne pouvons certainement pas postuler que le sentiment de solitude est exclu, même s'il ne prend pas la forme de la méditation auprès d'un livre de petit format. Je ne fais pourtant pas équivaloir ici solitude et isolement. Dans un article portant sur les femmes palestiniennes, l'anthropologue Amalia Sahar écrit « Pour elle, la famille en tant que représentation est très différente de la famille en tant qu'expérience. Alors que l'idéologie de la famille est collectiviste et connote l'empathie, le soutien et le fait d'être ensemble, l'expérience que ces femmes en ont est souvent celle de l'individualisme, de l'isolement, de la solitude et même de la menace.
cet écart entre expérience et représentation, cette manière d'expérimenter une solitude extrême dans un espace familial, parental, domestique, communautaire, paradigmatique si l'on veut, du rapport social en tant que tel. Cet écart ne distingue pas nécessairement plusieurs types de sociétés. La solitude de l'enfant victime d'inceste est-elle différente ici ou ailleurs? L'ancrage de son affiliation sociale n'est-il pas profondément subverti ici ou ailleurs? Pour aller plus loin dans le même registre, j'aimerais évoquer rapidement l'enquête remarquable de l'anthropologue brésilien João Bill, qu'il a présenté dans un ouvrage intitulé Vita, du nom de ce qu'il appelle une zone d'abandon social, un asile, où sont hébergés ceux qui n'ont pas de place dans le monde social et qui vivent pourtant, fous, malades chroniques, toxicomanes. João Bill propose une description ethnographique de l'expérience de la maladie mentale dans cet asile de Porto Alegre, au Brésil, nommé Vita, une institution associative créée par un ancien dealer devenu pentecôtiste, qui est aussi une zone de relégation pour des malades rejetés par leur famille, sans abri, sans prise en charge publique, dans une période qui est, là-bas aussi, de fortes coupes budgétaires dans le financement du système de santé publique. Cet ouvrage, Vita, montre comment la désaffiliation fait radicalement partie de la vie sociale. Vita est une institution qui n'est pas médicale, où se perpétue une très forte morbidité, où les gens, abandonnés, viennent mourir à l'extrémité de la misère sociale, de la pauvreté, de la solitude. Le livre entier, tout en présentant l'institution dans son ensemble, est un portrait et un tombeau d'une femme, Catarina, abandonnée de tous, de son ex-mari, de sa fille, de ses frères, de son patron, de son médecin, sans argent, diagnostiquée à tort comme psychotique. Elle vit là, elle vivait là, dans une extrême solitude, et en même temps est capable d'une forte introspection et d'une communication intermittente avec l'ethnologue et avec elle-même, notamment parce que Catarina est l'auteur de poèmes que publie l'ethnologue dans son ouvrage. Catarina, pour le dire autrement, c'est Antonin Artaud. Je n'ai pas travaillé dans des conditions aussi radicales d'approche de la solitude et de l'abandon social. Mais il me semble qu'il y a d'autres moyens aussi de lever l'hypothèque communautaire et de saisir les formes contrastées de la solitude loin de nous. Monsieur Chansat Gonga vit à Pueto, au Katanga, dans cette bourgade qui fut une ligne de front pendant 2 ans, dans la guerre qui opposait alors, au début des années 2000, le Congo et le Rwanda. Comme la totalité des habitants de ce chef-lieu, qui avait accueilli dans les années précédentes de nombreux déplacés des régions voisines déjà touchées par des conflits successifs. Donc, comme tous les habitants de ce chef-lieu, il quitta Pueto entre 2001 et 2004, pendant 3 ans, en passant par la Zambie avant de revenir dans le sud du Congo. J'ai sympathisé avec lui lors de mon premier séjour au Congo, en raison de sa puissance réflexive, de son humour constant, de sa connaissance distanciée et ironique vis-à-vis de l'organisation coutumière. Il faudrait mettre coutumière entre guillemets. Les chefferies sont des subdivisions administratives au Congo, depuis la colonisation belge et dans l'état postcolonial zaïrois puis congolais. En tant que telles, en tant que subdivision administrative, ce sont d'abord et avant tout des institutions prédatrices qui permettent aux personnes qui les occupent de se payer sur les personnes qui en dépendent. À ce titre, l'organisation coutumière est l'objet de critiques constantes de la part des Congolais, et y compris de Chansat Gonga. Et pourtant, il fait partie de cette organisation coutumière, au sein d'un conseil des sages qui entoure la chefferie, au sein de l'association culturelle de son groupe ethnique, Insaka. Il travaille comme instituteur. Il a 67 ans, il aimerait bien prendre sa retraite,
Et il n'y a pas de retraite au Congo. Et il a besoin de son salaire de 20 $ par mois pour faire vivre son épouse et les 6 petits-enfants qu'ils élèvent ensemble. Il est bien entouré, oui. Certains de ses enfants vivent et travaillent à Lubumbashi, la grande ville de l'Est du Congo. Et dans l'espace de nos rencontres, dans les entretiens que nous avons eus, il m'a fait partager les formes et la richesse de sa réflexion solitaire. Peut-être, pourtant, est-il moins seul, en tout cas seul en un autre sens, que ceux, et surtout que celles, qu'on appelle là-bas, à Puerto, les vulnérables, en reprenant ce qui est, là-bas, une catégorie d'administration internationale cette fois, issue de la terminologie du HCR, le Haut Commissariat aux réfugiés. Vulnérables, c'est le terme qui désigne des réfugiés, et ensuite des retournés, c'est-à-dire les réfugiés rentrés dans leur pays après la fin du conflit, particulièrement démunis et particulièrement exposés aux violences, ce qui leur ouvre des droits particuliers vis-à-vis du HCR, et ce qui suscite parfois également la jalousie d'autres réfugiés jugés moins menacés par les institutions internationales. Ainsi, les veuves vulnérables, originaires du Kivu ou du Nord Katanga, relogées à Puerto après leur retour des camps de réfugiés zambiens, dans le quartier de Mambo, dans de petites maisons de tôle construites par la coopération allemande, sur des terres très nues et très peu fertiles, choisies pour ces raisons mêmes par les chefferies du lieu qui voulaient préserver leurs propres terres, furent nombreuses à être volées de leur kit de réinstallation, c'est le terme technique à nouveau, fourni par des ONG, et parfois, souvent, violées par les gens du lieu, profitant de leur absence de protection, de réseau, de famille, profitant de leur solitude et de leur vulnérabilité. Toute la population de l'Est du Congo, et de bien d'autres régions du monde d'ailleurs, est marquée par l'expérience de la vulnérabilité, de la perte, de la violence, de la mort de proches, de la recomposition sociale et de l'invention constante de nouveaux rapports sociaux dans ces conditions difficiles. Il n'est pourtant pas dit que cela soit une expérience très neuve ou radicalement neuve. Puerto est depuis des centaines d'années, à vrai dire depuis qu'on a des traces historiques de ce lieu permettant d'en faire partiellement l'histoire. Puerto est depuis des centaines d'années un carrefour sur de grandes routes commerciales, de sel, de cuivre, de défense d'éléphants, d'esclaves, de minerais divers, donc pas seulement du cuivre, mais aussi de minerais qui servent notamment maintenant à faire fonctionner nos téléphones portables. C'est depuis des centaines d'années un lieu de recomposition sociale et de violence épisodique sous les initiatives et sous les coups d'entrepreneurs politiques et économiques locaux, de fondateurs d'États ou de bandits. Comme vous le savez, ce sont souvent les mêmes. L'organisation communautaire et familiale n'a cessé de s'y faire, de s'y défaire aussi, de s'y refaire. L'expérience de la migration, du déplacement contraint ou aventureux, de l'exode ou de l'entreprise politique ou économique, l'expérience de la désaffiliation, l'expérience des enfants chassés de chez eux parce qu'ils sont accusés de sorcellerie et qui deviennent mineurs artisanaux dans des mines d'or, de cuivre, de coltan, de cassitérite, ou qui deviennent enfants des rues à Lubumbashi, où ils inventent de nouvelles formes de vie collective entre enfants, témoignent du fait que l'opposition entre communautés primitives et normées et sociétés modernes n'a tout simplement pas de sens en cet endroit-là, au moins. Claude Simon, ou sous une autre forme Jean Genet, sont des écrivains de la désaffiliation. Claude Simon particulièrement en lien avec l'expérience historique de la violence. Dans son magnifique ouvrage sur Genet, Entretien de la blessure, Hélène Cixous écrit, je cite, « Et la cause de la folie tueuse, quelle est-elle ? Toujours la même antique douleur qui ne connaît pas de pardon. Maman, maman, pourquoi m'as-tu abandonné ?
Voilà ce que crie par œuvre de génie le petit garçon qui joue en moi sur les ruines. Nous signifie-t-il ce fils signataire comme sous le nom de Proust, comme de Genet, comme de Stendhal, faisant écho à la fatalité du malheur de Rousseau. Fin de citation. Mais pour reprendre l'expression de Sixous, le petit garçon qui joue en moi sur les ruines, ce solitaire, c'est également le romancier kényan Ngugi wa Thiong'o qui a fait le récit de son expérience de la prison et de la violence d'État. C'est également l'écrivain éthiopien Dina Mengistu qui a décrit l'espace mental des migrants découvrant les États-Unis. C'est encore le romancier congolais Emmanuel Dongala qui a décrit l'expérience des enfants soldats d'Afrique de l'Ouest et celle des femmes qui se retrouvent pour survivre dans les faubourgs de Brazzaville. La solitude se donne à lire dans leurs ouvrages, Pétales de sang, Les belles choses que porte le ciel, Photos de groupe au bord du fleuve. Alors, y a-t-il une construction sociale de la capacité à être seul, pour reprendre le concept de Winnicott? Dans son analyse des processus de maturation psychique, il écrit que le fondement de la capacité à être seul se trouve dans l'expérience faite d'être seul en présence de quelqu'un. Quelqu'un qui, en l'occurrence, chez Winnicott, est la mère suffisamment bonne, dont le soutien permet à la subjectivité de l'enfant de se renforcer. Y a-t-il des conditions sociales ou non à un tel processus? Que se passe-t-il quand on est seul alors qu'on n'en a pas la capacité? Winnicott écrit à ce sujet. Une personne peut être isolée et solitaire sans pourtant être capable d'être seule. Ce qu'elle doit souffrir dépasse l'imagination. Entre cette lumière et cette ombre, entre cette capacité ou cette souffrance, y a-t-il des configurations de groupes sociaux telles qu'elles favorisent ou rendent possible en leur sein de la solitude? Des configurations de groupes sociaux, c'est ce que j'ai essayé de dire, je ne sais pas. Des circonstances historiques et des formes d'expérience partagées, peut-être, certainement même. On n'est pas seul de la même manière dans un camp de réfugiés, comme l'a expliqué Marc Auger hier, qu'ici. L'anthropologie contemporaine nous conduit dans le nu de la vie. Mais même là, il me semble que nous demeurons tous devant les mêmes possibilités et les mêmes choix. Je cite Pascal Quignard à présent. Les hommes les plus nombreux préfèrent les pairs à grandir. Ils préfèrent la protection du pouvoir et les faveurs qui en découlent à la hardiesse d'être soi. La plupart préfèrent les familles à la solitude, les propriétés à leur faim, les vêtements à leurs désirs. Fin de citation. Alors bien sûr, ce qu'est un père, ce qu'est le pouvoir, ce que sont les familles, les propriétés, les vêtements aussi, varient de société à société. Et pourtant, l'alternative où nous place Quignard demeure. La plupart, oui, préfèrent les familles à la solitude. Mais ceux qui osent la solitude, rien n'indique qu'ils doivent être occidentaux, ou modernes, ou ermites, ou renonçants. J'aimerais poursuivre et terminer mon parcours en revenant sur les conditions et le sens de l'enquête ethnographique, des enquêtes que mènent les ethnologues, par rapport à la question de la solitude. L'anthropologue, comme enquêteur, connaît, c'est heureux, de grands moments de solitude. L'un des plus célèbres est l'anecdote du mulet de Lévi-Strauss. On connaît certainement, certains connaissent, la célèbre leçon d'écriture de Triste Tropique, qui a été commentée de nombreuses reprises. Leçon d'écriture dans laquelle un chef indien, un chef Nambikwara, à l'imitation de Lévi-Strauss, fait semblant de savoir écrire pour paraître contrôler les échanges entre son groupe de chasseurs-collecteurs indiens
et l'ethnologue. Ce simulacre contrarie Lévi-Strauss. Ce passage, dont je ne parlerai pas plus, est immédiatement suivi dans le même chapitre, la leçon d'écriture, du récit que fait Lévi-Strauss d'une autre contrariété, la fâcherie qui l'oppose à son mulet. C'est le terme qu'il emploie. Et l'entraîne à perdre ses affaires et son chemin dans la forêt tropicale. Je vous passe les détails de Lévi-Strauss courant après la queue du mulet, etc. C'est lui-même qui la raconte. Donc, mais à un moment, il a cette phrase que je trouve merveilleuse. « Sans que je m'en aperçusse, je me trouvais soudain seul dans la brousse, ayant perdu ma direction. » Cette expérience est fondatrice de l'enquête ethnographique. Bien sûr, il ne s'agit pas juste de courir après des mulets. L'enquête repose sur l'interaction, l'interlocution, la communication, l'expérience partagée, au moins en partie, la vie commune, au moins un moment. Mais elle repose également sur le fait de se trouver, comme l'écrivait Lévi-Strauss, seul dans la brousse, ayant perdu ma direction. Plusieurs autres ethnologues, dans plusieurs récits d'enquête, ont fait le récit de tels moments de désorientation profonde. Dans l'enquête ethnographique, vacillent les admirables certitudes que sont le ciel étoilé au-dessus de moi et la loi morale en moi. De fait, quand je suis au Katanga ou dans le Pacifique, les étoiles ne sont littéralement plus à leur place, plus à celles que je leur connais dans le ciel des Corbières. Et quant au jugement moral, il se trouve singulièrement déplacé, ou en tout cas suspendu. Un exemple. Comment puis-je juger d'un administrateur du territoire congolais qui ne reçoit aucun budget de fonctionnement pour accomplir sa tâche, tout en étant jugé sévèrement sur la réalisation de la dite tâche d'administration, jugé au risque de son emprisonnement. Ne se situe-t-il pas dans une zone un peu grise de la moralité? Les petits trafics qu'il lui arrive de mener sont-ils alors vraiment pensables comme de la corruption? Et par quel chemin empirique comprendre ces arbitrages moraux? Ainsi, c'est là, dans cette vacillation du jugement, du ciel étoilé, de la loi morale, que peut s'entendre le silence des modestes et des minables, des vulnérables et des solitaires, dans une rencontre où l'expérience de la perte de ses repères propres permet de trouver une voie vers les autres, quand ils les ont perdus également, leurs repères. L'activité littéraire, écrit Pierre Bayard, recherche une voie vers les autres qui passe par le plus intime de soi. Car c'est en ayant accès à soi-même que l'on peut y faire voyager l'autre et organiser une rencontre des pays intérieurs, une rencontre en un pays intérieur commun où l'inconscient entre en dialogue avec celui de l'autre pour inventer un espace de partage symbolique permettant à chacun d'essayer, comme dans une relation amoureuse, épanouie, de se reconstruire soi-même. Fin de citation. On l'aura compris, cette citation est bien pour moi aussi une excellente description d'une interaction ethnographique réussie. Parmi les personnes grâce à qui mon enquête en Nouvelle-Calédonie a pris forme dans les années 1990, s'est rapidement détachée pour moi la figure de Narcisse Kavioïbano, qui est devenu un ami, qui est mort aujourd'hui. Narcisse qui m'entraîna et me guida dans le monde complexe, vertigineux, de l'épaisseur historique et subjective des rapports sociaux locaux. Né d'un père d'origine vietnamienne, venu en Nouvelle-Calédonie travailler sur les mines de nickel dans des contrats de main-d'œuvre coloniale, et d'une mère kanak, puis adopté, élevé par son grand-père kanak, il était contesté, très contesté, dans ses revendications foncières comme dans son engagement politique d'indépendantiste marxiste, par ses deux oncles et par leurs nombreux alliés. Ce conflit de personnes se manifestant dans la durée sous des formes multiples, accusation d'agir en sorcellerie, accusation de ne pas procéder correctement dans les prises de décision relatives au clan, de choisir des alliances socialement contre nature,
notamment en contexte cérémoniel, de ne pas choisir les bons partis politiques, etc. etc. Donc, ce conflit de personnes avait pris juste avant mon arrivée un tour critique. Après plusieurs menaces, insultes, début de bagarre, Narcisse avait fini par se retenir de tuer l'un de ses deux oncles, alors qu'il le tenait dans la mire de son fusil, à bout portant, dans un état d'énervement certain. Au cours de notre premier entretien, qui suivait de quelques semaines à peine ce moment de crise, il revendiqua dans ce conflit avec ses deux oncles le soutien de son grand-père, qui à ce moment-là était déjà mort, de ce grand-père qui l'avait élevé et dont la légitimité au sein de sa famille était difficilement contestable. Je cite un extrait de ce premier entretien. « Ici, me disait Narcisse, pendant les conflits de terre que j'ai avec mes deux oncles, très souvent mon grand-père arrive en rêve. Eux, ils engagent des choses. Moi, je ne suis pas au courant de ce qu'ils font. Et il vient me signaler. Ils font ça, ils font ça. Ils font ça, ne te casse pas la tête. Ils ne vont pas arriver à leur fin. Je suis toujours à tes côtés. Ne te casse pas la tête. » C'est cette confiance qu'avait Narcisse en la transmission intrafamiliale du savoir, y compris par le rêve, qui lui donna le courage de la vérité et de la solitude. Ma force, me disait-il dans un autre entretien, c'est ma foi dans ce que le vieux m'a dit. Quand tu as la vérité avec toi, tu n'as rien à craindre, même si tu es tout seul. C'est une phrase qui est d'autant plus marquante que cette solitude est socialement et politiquement coûteuse, tant les rapports de force peuvent être tendus entre les familles, au sein des familles en Nouvelle-Calédonie, tant les rapports de force, y compris physiques, jouent un rôle dans la détermination des équilibres politiques locaux. Alors, au début de mon enquête, au tout début de nos rencontres, je notais « Narcisse est intéressé par le fait que ça m'intéresse. Peut-être cet intérêt croisé fut-il une des conditions de l'enquête et de ma possibilité de collecter ce qu'on appelle des matériaux ethnographiques. Par opposition à ce qu'est la violence de l'imposition d'une relation non désirée, non sollicitée par mes interlocuteurs. Dans la solitude où le plaçaient les importants conflits politiques, fonciers et familiaux où il se trouvait, Narcisse se saisit de mon arrivée, de mes questions, de mon enquête, de mon écoute pour approfondir sa propre réflexivité, certainement aussi sa propre solitude. Mais ça, comment le savoir ? Il ne cessa en tout cas de creuser dans nos discussions l'énigme de sa singularité. Il le fit en répondant à mes questions, ce qui, je puis vous l'assurer, ne va jamais de soi. Non pas qu'elle soit difficile, mais que les gens ont d'autres choses à faire que de répondre à mes questions. Il le fit aussi en me racontant ses rêves et en les commentant pour moi. Un soir, il me fit le récit suivant. Il avait rêvé d'un lézard énorme qui marchait vers lui sur les terrains occupés par ses ancêtres, avant de se transformer en corps d'enfant, ce lézard. Et la tête rayonnante de l'enfant lui avait dit « Dans ce rêve, n'aie pas peur, je suis ton ancêtre. » Narcisse, dans ce rêve, lui avait demandé alors « Mais nous, d'où venons-nous » Et l'ancêtre de lui répondre « Lis la Bible, lis le livre d'Ézéchiel. » Et de ce rêve, Narcisse m'avait dit qu'il avait conclu que la fonction de sa famille et son rôle propre, singulier, était bien d'être un protecteur et de se charger des autres. Me raconter tout cela, c'était bien une façon de me faire partager son questionnement et sa perplexité sur sa propre identité, sur sa singularité, sur sa position. Au Congo, ma rencontre plus récente avec Jean-Claude Amici a débuté sous des auspices comparables. Quand j'ai compris qu'il n'était pas seulement l'administrateur extrêmement compétent, diplômé et rationnel d'un programme international de développement rural, mais qu'il était aussi, parallèlement, le pasteur pentecôtiste d'une petite église congolaise,
parfois épuisé au petit matin par les nuits de délivrance du démon qu'il avait mené avec ses fidèles. C'est également à l'ouverture d'un espace subjectif réflexif que lui servirent nos rencontres, quand il me demanda, par exemple, si je croyais au miracle. Il trouvait là, dans nos discussions, le lieu pour se demander, enfin seul, si les différentes voies qu'il avait choisies pour soulager la misère de ses proches, le développement et la foi, étaient les bonnes, et si elles étaient compatibles l'une avec l'autre. Ainsi, dans l'enquête, l'amitié peut apparaître comme un opérateur particulièrement utile, heuristique, par le croisement de solitude. Commentant les affinités électives, Georges Didier Huberman utilise des termes qui me paraissent pouvoir caractériser aussi ce que produit l'ancrage du savoir anthropologique dans la relation ethnographique. Quand il évoque, dit Huberman, un savoir de l'hétérogène en tant qu'il élit domicile dans son affinité à l'autre, objet ou sujet. Savoir de l'hétérogène en tant qu'il nous fait élire le dissemblable comme objet de connaissance ou comme objet d'amour. Pour pouvoir suivre le chemin qui mène de l'angoisse à la méthode, pour reprendre le titre d'un ouvrage méthodologique de Georges Devreux, encore faut-il faire l'épreuve de l'angoisse et en accepter la solitude. Comme entre lecteurs, entre littéraires, poètes, l'enquête ethnographique peut alors ouvrir à cette forme de communauté silencieuse, négative, improbable, inavouable peut-être. Cette communauté non communautaire, être seul, ensemble. Je vous remercie.